Bonjour à tous, bienvenue pour Data & Co, le live. Je suis Alexandre Mongour et je serai votre présentateur pour ce live accompagné par Abdelaziz Sali. Bonjour Abdelaziz. Bonjour Alexandre. Effectivement, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons traiter la question de l'agilité dans un cadre forfaitaire. La question qu'on va se poser et à laquelle on va essayer de répondre, c'est de savoir si l'agilité est compatible avec un engagement de résultat. Engagement de résultat sur des prestations de type évolution, mise en place d'applications ou de maintenance. Et c'est le sujet que nous allons traiter aujourd'hui pendant 45 minutes. Effectivement, Abdelaziz, nous allons traiter à travers ce webinaire CDS Agile ou comment allier des besoins d'industrialisation et de personnalisation, analyser les enjeux et voir potentiellement des pistes de réponse. Notre invité pour ce numéro de Data & Co, le live, François Piton-Guéléguès. Bonjour François. Bonjour Alexandre. François, après une expérience de responsable qualité et de directeur projet, tu es aujourd'hui practice manager et coach agile certifié PMI, ACP, SP. Oui, tout à fait Alexandre. J'accompagne nos clients dans des problématiques de transformation agile, que ce soit sur des applications web ou mobiles, ou que ce soit aussi sur la production de tableaux de bord, BI ou des projets data plus largement. Au sommaire de ce Data & Co le live, nous verrons dans un premier temps si les enjeux des entreprises sont contradictoires entre les DSI d'un côté et les métiers de l'autre, avec un état des lieux, des certitudes et a priori sur le sujet. Dans un deuxième temps, François, tu nous parleras de l'agilité forfaitaire, d'abord en posant les bases, puis en nous faisant ton retour terrain. Et enfin, dans un troisième temps, Abdelaziz, tu nous présenteras un retour d'expérience d'une transition vers un CDS agile d'un groupe de l'industrie automobile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat ou à nous les envoyer par mail à l'adresse qui s'affiche. Effectivement, Alexandre, si on écoute nos interlocuteurs, nos clients, sur la question de cette contradiction que tu faisais état dans ton sommaire, qu'est-ce qu'on entend? On entend d'un côté les DSI, les achats, qui ont une priorité en termes d'attente qui pourrait se résumer ainsi. D'abord, time to market, plus de célérité, une capacité à délivrer plus rapidement les utilisateurs, leurs clients internes, les métiers. La deuxième priorité qu'ils formulent, les DSI, les achats, c'est une réduction des coûts, une rationalisation budgétaire. Et puis enfin, bien évidemment, la satisfaction des utilisateurs, de ces clients internes, des métiers. Donc une priorité qui pourrait se résumer par un besoin d'industrialisation, de rationalisation, et souvent donc d'une demande de centre de service. Deuxième élément qu'on entend de la part de nos interlocuteurs, bien, les métiers. C'est quoi la priorité de leurs besoins, de leurs attentes? Dans un premier temps, ce qu'ils attendent, c'est de l'apport de valeur. Ils n'attendent pas des prestations qu'elles soient limitées à une simple exécution de tâches, mais qu'elles soient intégrées, qu'elles soient souples, de proximité, qu'elles apportent une vraie valeur métier, et c'est l'attente. Ce qui fait que mécaniquement, il y a une contradiction entre d'un côté un besoin d'industrialisation, de rationalisation, DSI, achat, et de l'autre, côté métier, un besoin d'intégrer, d'agilité, de souplesse. Et là, on voit qu'effectivement, on pourrait entendre comme une contradiction entre ces deux attentes, ou en tout cas, pour des prestataires comme nous le sommes, nous, groupe Humanis, une difficulté de réponse. Oui, en effet, on peut noter cette contradiction. Maintenant, quelles sont les voies de recours? En fait, effectivement, la contradiction, elle va un peu plus loin. Elle va effectivement sur les modes de recours. C'est-à-dire que, alors ce que j'entends par mode de recours, c'est la nature des prestations qu'on délivre. Si on parle des DSI, les DSI, elles vont vous demander, nous solliciter, pour mettre en place des contrats de type ATG, CDR, CDC, CDS. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ces acronymes? Je vais faire un petit peu de vocabulaire dans quelques secondes. Mais elles attendent en fait de la massification, puisque derrière la massification, il y a cette logique de rationalisation des coûts. Et c'est pour ça qu'on voit des DSI, des achats, pas que sur les grands groupes, aussi sur des entreprises de taille moyenne, solliciter de plus en plus des prestations en offshore ou en nearshore, dans cette logique, encore une fois, de rationalisation des coûts. Et puis, en mode de recours, quand on compare ce que demandent les métiers, c'est tout le contraire. On est plutôt sur ce qu'on appelle des ATU, c'est-à-dire des assistances techniques unitaires, où on va venir faire du picking de compétences, sélectionner un profil qui nous paraît plus adapté. On se retrouve dans quel cas de figure? On se retrouve dans des cas de figure où on a plusieurs fournisseurs au sein d'un même service, où un métier, un client, un donneur d'ordre est amené à piloter plusieurs fournisseurs, plusieurs contrats. Donc on a cette contradiction à la fois en termes d'attente,
mais aussi en termes de modalités de recours, avec d'un côté les DSI qui massifient, qui ont cette logique de chercher de la massification, et puis les métiers qui sont plutôt dans une logique de personnalisation, encore une fois. Abdelaziz, donc on voit bien cette contradiction en effet. Maintenant, explique-nous un petit peu tous ces termes CDR, ATG. Oui, bien sûr. En fait, comment on contractualise avec nos clients? Il y a différentes modalités. On entend tous l'ATU. L'ATU, assistance technique unitaire, c'est ce que j'expliquais il y a quelques instants, dans cette logique de picking de compétences, où on va aller en fait faire de la régie, chercher un profil, et puis payer une prestation au temps passé. Côté DSI, on a un catalogue un peu plus riche, souvent, de types de prestations. ATG, assistance technique groupée. On est dans une logique d'accord cadre, où on va se mettre d'accord sur des modalités de prix, mais on va être quand même sur cette approche de picking de compétences, de profil, mais de manière groupée, donc souvent mono-fournisseur. CDR, qu'est-ce que c'est qu'un CDR? Un centre de ressources. C'est une approche un peu plus engageante, on est toujours dans les engagements de moyens, mais on va mettre en place des contrats de service, des modalités de fonctionnement pour gérer par exemple le turnover, la montée en charge, mais ça reste quand même des engagements de moyens. Centre de compétences. Là, on commence à s'approcher vers des engagements un peu plus importants. Vous le voyez à l'écran à travers ce petit tableau, où plus on va aller vers le CDS, et plus il y aura un déplacement de responsabilité et un déplacement de la prise de risque. Le CDC, le centre de compétences, eh bien, c'est toujours une logique d'engagement de moyens, mais avec des SLA, avec des indicateurs d'engagement plus importants en termes de responsabilité côté prestataire. Et puis enfin, le centre de service, où là, on est dans une approche forfaitaire, avec engagement de résultat total, où le client ne va plus choisir des collaborateurs sur des profils, mais réaliser des demandes de prestations, et donc acheter du service et non plus des interventions. Donc en bref, l'enjeu c'est de concilier forfaitisation et agilité. Je me tourne vers toi François, est-ce que c'est vraiment possible de concilier ces deux-là? Alors oui, Alexandre, c'est tout à fait possible de concilier, mais avant de détailler les modalités, posons les bases et la problématique. L'agilité, c'est avant tout un sujet de personnes et de communication. C'est une collaboration rapprochée entre les métiers et les développeurs pour bâtir des solutions ensemble. Pourquoi? Et qu'est-ce que ça apporte l'agilité? Ça apporte à la fois de la souplesse, puisque du coup, le métier va pouvoir affiner progressivement son besoin. Ça apporte, un travail, une amélioration de la valeur, puisqu'on va prioriser le travail par rapport à la valeur métier qu'apportent les différents besoins par rapport aux produits que l'on veut construire. Ça apporte de la célérité, puisqu'on va pouvoir délivrer rapidement une première valeur, une première version du logiciel, une première release qui apporte de la valeur. Et enfin, ça apporte de la transparence, puisque comme c'est construit par itération successive, on voit l'avancement du projet. Alors ce qu'on entend quand même, c'est, donc on n'a pas l'effet tunnel, mais ce que tu décris ressemble quand même beaucoup à un fonctionnement de type régie. Est-ce que c'est justement le sentiment qu'on a, et ça confirmerait que l'agilité n'est pas adaptée au forfait, ou est-ce que, au contraire, il y a la matière à faire? Et puis peut-être qu'au-delà même de ça, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas de l'agilité partout? Alors effectivement, il y a des freins. Il y a des freins à l'adoption de l'agilité, à la mise en œuvre de l'agilité. On a 4 principaux. Le premier, c'est le sentiment que l'agilité, ça va coûter plus cher. Un autre, c'est que on ne sait pas faire. On n'a pas la culture, on n'est pas habitué, on ne sait pas comment ça se fait. Voilà. Il y a encore un frein qui est celui de dire, pour faire de l'agilité, il faut réunir les développeurs autour de soi et il faut de la place. Donc il peut y avoir des problématiques logistiques. Où est-ce qu'on les met, ces personnes? Voilà. Et puis enfin, il peut y avoir un dernier point qui porte sur cette organisation. L'agilité change un petit peu les rôles et les responsabilités. Et puis le changement, ça fait peur. Donc parfois, voilà les 4 freins principaux. Donc ça coûte cher, il faut de la place, et en plus, il faut se former à une méthode qu'on ne connaît pas. C'est ça. Et puis vaincre un peu ses peurs et puis aller vers des choses qu'on ne connaît pas. Bon. Alors le frein principal étant encore le volet financier. Pourquoi? On pense souvent que comme on sera, avec des personnes, avec un engagement de moyens, des différentes personnes qui constituent l'équipe, on a le sentiment que l'on sait quand ça va commencer, mais qu'on ne sait pas quand ça va se terminer. Et donc du coup, on ne va pas du coup maîtriser le coût de la réalisation de ce projet avec cette méthodologie. Voilà. Ça, c'est le principal point. Et puis l'a priori qu'ont souvent les clients et que j'entends souvent, c'est comme dans l'agilité, c'est fait pour pouvoir changer d'avis,
on peut changer d'avis sans cesse, et donc le projet s'arrêtera jamais et va coûter très cher. Oui, c'est l'autre point, effectivement, souvent qui est remonté. Alors comment, justement, à la fois répondre à ce sentiment, voire à ces écueils, de se dire qu'on peut avoir une démarche agile avec un engagement de résultat? Est-ce qu'il y a des moyens, est-ce qu'il y a des outils pour pouvoir s'engager? Alors effectivement, dans la boîte à outils agile, il y a un certain nombre de points, et j'en vois 3 principaux, qui peuvent permettre de piloter le coût d'un projet fait en agile. Alors quels sont-ils? Le premier point, c'est la logique même de point d'effort. En agilité, on va être amené à estimer les récits que l'on va développer en point d'effort. Et donc, du coup, on peut, grâce à ça, délimiter comment dire, une quantité de points d'effort que l'on veut traiter, ou qu'on est prêt à payer, et donc grâce à ça, de piloter le coût comment dire, de la réalisation. Et le point d'effort, qu'on s'entende bien souvent, il est amalgamé, mélangé avec une notion de jour-homme. Est-ce que le point d'effort, c'est un équivalent jour-homme et finalement c'est une autre manière de dire régie, ou est-ce que ça peut se traduire réellement en engagement, cette notion de point d'effort seul? Alors, il y a forcément un lien entre jour-homme et point d'effort, mais le point d'effort, il faut surtout le voir comme une taille fonctionnelle. Et qui dit taille, il dit quel est le coût pour cette taille. Donc c'est une estimation de charge pour un résultat. Voilà, tout à fait, c'est bien ça. D'accord. Le point suivant, ça va être ce qu'on appelle design to cost. Alors c'est un anglicisme, mais voilà, de concevoir pour un budget donné. Et donc, c'est de dire, j'ai un sujet, j'ai un budget, et on va guider la conception pour traiter le sujet dans le budget disponible. Et c'est ce qui induit classiquement la notion de troc, pour que justement ça rentre dans le budget, c'est bien ça? Alors aussi, souvent c'est un outil complémentaire qu'on utilise en disant, voilà, si tel point je le fais plus complexe que je voulais initialement, je vais chercher à réduire la complexité d'un autre point pour encore une fois rester dans le budget dont je dispose. Alors pour ceux qui ne sont pas habitués à l'agilité, le troc, c'est pas une histoire du bon coin, c'est réellement dans le référentiel, cette capacité en fait à troquer des fonctionnalités pour rester dans le budget. C'est ça, c'est bien ça. Et le dernier point, c'est que comme on est sur des projets, il y a une méthode et il y a un processus sur lequel on fait des mesures. Donc des mesures dites de vélocité, sprint après sprint, combien de points d'effort on a réussi à délivrer. Des mesures également sur quand je dois traiter un ticket, voilà, quel temps je mets. C'est cette notion de lead time quand on est plutôt organisé en mode Kanban. Voilà, parce qu'il y a différentes méthodologies agiles qu'on peut être amené à combiner pour piloter l'activité et pour voir comment on avance et mettre en fait tout ce processus agile sous contrôle et grâce à ça, effectivement, de pouvoir prendre des engagements et de vérifier qu'on va pouvoir les tenir. Donc vélocité, productivité, lead time, délai? Oui, c'est ça. C'est vélocité, nombre de points d'effort que je délivre durant un sprint et voilà, le lead time, c'est la célérité, ma rapidité à délivrer une feature ou traiter un sujet que je dois traiter effectivement en temps contraint. Ok, donc on a des outils, ça fonctionne, mais peut-être qu'on a besoin d'un peu plus d'explications sur comment les manipuler, puisque face à un besoin, face à l'évolution d'une application, face à la création d'un nouveau projet, comment on fait? Qu'est-ce qui fait que tu peux t'engager sur un forfait? Et quels outils tu vas utiliser à quel moment pour être capable de réaliser un engagement? Alors, qui dit forfait dit expression de besoin initial sous la forme donc ça s'appelle un backlog, alors qui peut être plus ou moins mature, ça peut être une liste au Père Noël ou ça peut être quelque chose de plus affiné et puis de pondéré. Bon. Et donc ce périmètre, on va l'adresser dans un délai, parce qu'on est fréquemment en délai contraint. On sait que il faudra que pour le 1er septembre, l'application soit sortie. Donc il y a une logique de délai. Et donc on va procéder par un devis qui va s'opérer par étapes. On va commencer par budgéter le début du projet qui donne lieu à un sprint de rodage, et puis après on va faire en sorte de délivrer le projet dans un nombre de sprints qui est déterminé. Alors je crois qu'il y a un élément qui est très important dans ce que tu viens de dire, c'est le sprint de rodage. L'expérience que nous avons démontre quoi? Que lorsque le backlog est insuffisamment précis, ou tout simplement précis mais nécessite un cadrage, finalement ce sprint de rodage va permettre 3 choses. D'estimer, de confirmer que la taille d'équipe elle est adaptée, d'estimer le nombre de sprints nécessaires pour réaliser l'attendu, et donc de pouvoir s'engager sur un forfait. C'est bien ça. C'est bien ça parce qu'une équipe agile et un processus agile se met en place avec qui? Avec l'équipe qui est là, et puis également avec les différentes parties prenantes. Donc le sprint de rodage permet de mettre en place les bonnes habitudes pour arriver à une vélocité qu'on va essayer de tenir après sprint après sprint. Ouais. C'est là où on voit qu'on associe les outils. C'est-à-dire qu'on pourrait être dans une approche globalement forfaitaire parce qu'on a un backlog qui est suffisamment précis, on a un sprint de rodage qui permet de calibrer la dimension nécessaire pour la réalisation, et on a des outils, des indicateurs, vélocité, lead time, qui vont pouvoir
compléter cet engagement pour vérifier la productivité, la vélocité ou les délais de réaction pour que le nombre d'anomalies bloquantes, le nombre d'anomalies majeures soit traité dans un délai suffisant. Donc on voit à peu près l'outillage. Dans quel cas est-ce que c'est un peu compliqué? Dans quel cas on passe au design to cost? Est-ce qu'il y a d'autres cas de figure? Alors, le design to cost, ça va être quelque chose qu'on va utiliser sur des projets qui sont parfois très courts. Et donc là, effectivement, ça va être un outil important. Et puis, on sait aussi qu'un projet, même si effectivement il ne dure que 6 mois, c'est un projet qui va vivre, il y a des nouveaux besoins qui vont apparaître en cours de projet. Et donc, encore une fois, le design to cost, ça va nous permettre de rester dans les hypothèses de planning et de budget initial, parce qu'on pourra travailler sur la conception pour garder ces hypothèses. Pour éviter justement ces projets qui durent, qui sont très longs dans la durée et qui n'ont pas de fin, si j'ai bien compris. C'est bien ça, tout à fait. Ok, très clair. Donc, si on résume, d'un côté, on a une attente d'industrialisation, qui est le fameux centre de service dont on parlait tout à l'heure, Alexandre, avec des engagements d'industrialisation, de nearshoreisation, d'offshoreisation. Tu as parlé tout à l'heure de proximité côté agilité. En fait, on sait que ce n'est pas une nécessité, l'agilité distribuée, ça existe. Donc d'un côté, ce besoin d'industrialisation, et puis finalement, on n'a que 45 minutes, qu'on n'est pas dans la capacité de zoomer, mais on le sait, la capacité pour l'agilité d'être dans un engagement de forfaitaire. C'est donc possible. C'est possible sous conditions de réussite. Il y en a 3. Le dispositif, le modalité contractuelle, la conduite du changement. Je pense que c'est très important de bien comprendre que même si on sait que l'agilité peut être forfaitaire, même si l'on sait tous que les centres de service, ça fait longtemps que ça existe et que ça fonctionne, l'association des deux ne fonctionne qu'avec ces 3 piliers. Qu'est-ce qu'on entend par dispositif? Une organisation qui soit capable de traiter à la fois du cycle en V et du cycle de la méthode agile, parce qu'il y a une phase de transition. Là, je pense que le modèle Spotify est le plus adapté, c'est-à-dire une orientation produit. Je rappelle, orientation produit, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on ne va plus organiser les équipes par nature d'activité, par exemple MCO, évolution, mais par produit, c'est-à-dire sur l'ensemble du cycle de valeur d'un produit, d'une application. Et on a vu par l'expérience, on a un certain nombre de clients chez lesquels on a mis en place ce type d'organisation Spotify. Je vous laisse googliser si vous voulez savoir plus sur ce que c'est que l'organisation Spotify, permet cette orientation de produit. L'autre élément qui me paraît très important, c'est un facteur de réduction du turnover, parce qu'on responsabilise les intervenants, ils sont sur un cycle complet, ce n'est pas qu'une chaîne d'un maillon. Donc c'est un dispositif qui est essentiel. Je n'irai pas plus loin sur la notion de dispositif, mais c'est un des axes majeurs. Deuxième élément, c'est l'engagement contractuel. Concrètement, quand on est en cycle en V, on va chiffrer, faire un devis sur des spécifications assez basiques, basées sur des unités d'œuvre, basées sur des ABAC. Sur de l'agilité, on a entendu tout à l'heure François, un certain nombre d'indicateurs qu'il va pouvoir mettre en place. Et en fait, sur cette phase de transition, on peut très bien vivre à la fois avec l'aspect contractuel, unité d'œuvre, forfait classique, TJM, pour ceux qui ont l'habitude de cette terminologie, et puis la mise en place de nouveaux indicateurs, ceux de célérité et de productivité, c'est-à-dire vélocité, lead time, mais aussi dimensionnement d'équipe. Petit zoom sur dimension d'équipe qui fait un lien avec la notion de dispositif. Ce qui apporte aussi l'agilité, c'est la capacité d'intégrer d'autres fournisseurs. Ce n'est pas exclusif. L'agilité, tu le disais, c'est centré sur la communication et l'humain. C'est une approche one team, c'est-à-dire la capacité à se dire, mais ce n'est pas un souci que d'avoir dans une même équipe des clients, d'autres fournisseurs, et pourtant être dans un engagement forfaitaire. Ce n'est pas un souci. Donc deuxième élément, la partie contrat de service, qui forcément va pouvoir vivre dans le temps. Et puis le troisième, c'est la conduite du changement. On ne peut pas espérer passer d'un fonctionnement de type régie et ou cycle en V vers un centre de service agile sans une problématique de conduite du changement. Alors ça ne passe pas forcément et uniquement par du coaching agile, ça passe par de l'accompagnement et on pourrait même parler de logique d'amélioration continue. Alors l'amélioration continue. Dans l'agilité, l'amélioration continue ou l'amélioration, c'est quelque chose qui est finalement intrinsèque à la méthode. Parce que la méthode nous fait boucler sur des sprints de 2 à 3 semaines, et donc à chaque fois on va faire des rétrospectives pour voir ce qui a bien fonctionné, ce qui a fonctionné moins bien, et puis de voir comment on s'améliore ensemble. Donc ça c'est quelque chose qui permet aussi, vous voyez, dans la conduite du changement, de faire évoluer les pratiques. Parce que forcément, les premiers sprints que l'on va faire, voilà, comme on n'a pas encore beaucoup de retours d'expérience ensemble, eh bien, il va y avoir des difficultés, il va y avoir des lacunes, les choses ne se passeront pas de façon tout à fait aussi fluide que l'on aimerait. Donc voilà. Donc, cette organisation en sprint qui revient, du coup, toutes les 2 ou 3 semaines, permettra d'ajuster les choses
et puis progressivement que ça devienne naturel et que tous les principes qu'on a évoqués tout à l'heure soient voilà, mis en place et soient maîtrisés et soient des leviers pour bien piloter du coup la réalisation avec ces contraintes forfaitaires que l'on a évoquées. Dans le cadre d'une transformation, l'amélioration continue, c'est aussi l'ajustement des engagements contractuels. C'est aussi l'ajustement de l'organisation. Puisque on parlait tout à l'heure de l'organisation de type Spotify, de modalités contractuelles. S'inscrire dans cette démarche d'amélioration continue, c'est aussi ajuster ces éléments-là. C'est ajuster effectivement, comme tu disais, le cœur, c'est-à-dire les modalités de fonctionnement du sprint, mais c'est aussi remettre en question, réévaluer, réajuster les indicateurs de fonctionnement globaux de la prestation. Alors, effectivement, parce que cette amélioration continue, on l'a fait vivre, on l'a fait fonctionner au niveau des équipes agiles, mais on l'a fait également fonctionner au niveau du centre de service global pour adresser les points que tu évoquais là, avec des durées qui sont plus longues pour le centre de service, que dans ces cas-là, on va plutôt être sur des sprints de transformation qui vont être sur une durée plutôt de 6 semaines plutôt que de 2 ou 3. Voilà. Parce que là, on va regarder effectivement plus globalement le fonctionnement du centre de service et voir comment effectivement tout ça a bien pris et aller plus loin. Il faut toujours démarrer petit et puis transformer progressivement le centre de service. Merci messieurs. Nous avons d'ailleurs, pour illustrer tout ça, un cas concret d'une transition vers un CDS agile dans un grand groupe automobile. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, bien sûr. Alors, en fait, nous avons accompagné avec François plusieurs entreprises dans cette logique de transformation vers un centre de service agile. On a gardé un exemple qui nous paraît le plus intéressant. Alors, on ne peut pas le citer parce qu'il ne nous a pas donné leur accord, mais c'est un grand constructeur européen dans le monde automobile. Quel est le contexte? Le contexte, c'est un patrimoine applicatif d'une 50aine d'applications web, d'un data warehouse commercial avec 100-150 tableaux de bord. Voilà, ça c'est le contexte, le patrimoine informatique dont il est question. L'autre élément de contexte important, c'est un fonctionnement de type ATU. Ça nous ramène au début de nos échanges avec plusieurs fournisseurs. Vous avez des responsables métiers dans les directions commerciales, dans la direction contrôle de gestion, dans les achats, etc., qui ont leurs propres prestataires de type régie pour réaliser les différentes évolutions, projets, etc. Quels sont les pain points? Quels sont les soucis? Quels sont les enjeux de ce client? Le coût. On retrouve ce qu'on a présenté tout à l'heure. Plusieurs prestataires, c'est donc peu de prestataires d'un même fournisseur, donc une capacité d'optimisation des coûts faible. Parfois du chevauchement, parce qu'un même prestataire, il est à cheval sur ce que doit réaliser un autre. On paye de la présence, donc variation de charge qui est à la charge en fait de notre client, puisque quand il y a une baisse de charge, le prestataire il est quand même là, et donc il faut quand même continuer à payer, etc., etc. Donc contexte, 50 applications, un data warehouse avec 100-150 reporting, et puis une vingtaine ou 25 intervenants de sociétés diverses et variées. Ce client a lancé un appel d'offres, d'abord parce qu'il avait cette conviction, portée par la DSI, d'un besoin de massification. Et c'est là où nous avons rencontré cette entreprise pour leur proposer une trajectoire. Et on ne peut pas passer d'une situation telle que je la décris de type ATU, multifournisseur, vers un centre de service agile, sans dessiner une feuille de route. Il faut bien comprendre qu'il y a deux chantiers qu'il faut mener en parallèle. Un chantier opérationnel, il faut faire tourner la baraque à frites, il faut continuer à délivrer le service. Et aussi transformer le dispositif vers un dispositif plus optimal, à la fois donc centre de service industriel et agile, comme nous l'a décrit François. Feuille de route pour ce client, car il n'y a pas de feuille de route type, il y a une feuille de route à créer au cas par cas. C'est en fait une étude de cadrage qui dure 4-5 semaines, où on va d'abord faire un état des lieux. État des lieux sur le niveau de maturité. Est-ce que l'entreprise, tu nous parlais des freins de culture, d'organisation, eh bien, il faut les constater. Et c'est ce qui va dimensionner le timing pour aller vers cette transition. Donc, état des lieux. Cadrage pour faire un état des lieux, cadrage pour lancer un plan de transformation dessiné dans le temps. Et en l'occurrence, pour ce client, on a réalisé 3 étapes. 3 étapes qui ont pris 1 an et demi. Première étape, la plus simple, la massification. Mais attention, une massification où on est passé d'une situation de prestation in situ, c'est-à-dire sur place, dans les locaux du client, à une massification ex situ, en nearshore. Le client était sur la région parisienne,
le centre de ressources, rappelez-vous du vocabulaire du début de notre intervention, était à Tours. Je dis était puisque il y a une évolution. Donc première étape, la massification, c'est la plus simple. C'est la plus simple puisque c'est du 1 pour 1. 25 intervenants sur site multifournisseurs, on passe à 25 intervenants sur le site Humanis, monofournisseur. Le premier gain est mécanique, il est économique, ça coûte moins cher pour l'entreprise. À performance égale. Forcément, puisque on est dans un centre de ressources, il y a donc une identification de la qualité de l'intervenant, du profil, une montée en charge et une montée en compétences, et qui permet au client d'être dans le refus, de pouvoir dire mais non, attendez, ce collaborateur, il ne me convient pas, etc. Donc ça, c'est la première étape, et pour 20-25 personnes, on voit déjà que ça nécessite un certain délai. Deuxième étape qu'on a mis en place, c'est la forfaitisation. Et troisième étape, l'agilisation. Sur la forfaitisation, c'est là où on est passé d'une ATG, d'un CDR, à un centre de service. Et rappelez-vous, au début de l'intervention, je parlais du CDC, du centre de compétences. En fait, le centre de compétences, c'est une phase transitoire qui est très utile pour ne pas sauter, pour ne pas faire le Big Bang vers le centre de service. Comment est-ce qu'on fait ça et qu'est-ce que ça veut dire? En fait, je vous ai dit, il y a une cinquantaine d'applications. Les cinquantaines d'applications, elles sont côté métier, pilotées par des directions, par des services différents. L'audit, l'état des lieux, l'étude de cadrage, a permis d'identifier celles qui étaient peut-être plus moteurs, plus en capacité d'aller vers de l'agilité, d'aller vers de la forfaitisation, en fait, de vivre cette transition. Et donc on va ordonnancer ce changement au regard de l'état des lieux et de la capacité culturelle qu'a l'entreprise. Dans tout changement, il y a des gens qui vont être moteurs, qui vont être des early adopters, et puis d'autres effectivement qui vont traîner la patte, qui vont ne pas vouloir y aller. Et donc on a tout intérêt à démontrer avec les personnes qui sont moteurs que ça fonctionne, pour convaincre, comment dire, ceux qui sont plus réfractaires. Ces fameux freins que tu évoquais tout à l'heure. Ça fait partie des freins évoqués tout à l'heure. Tout à fait. Donc la deuxième étape, c'est la forfaitisation. Concrètement, comment ça se passe? On a un nombre d'ETP, un nombre d'équivalents temps plein qui sont en mode régie. On va lotir la transformation sur la base des fameux socles, dispositifs, engagement, conduite du changement. Ça vaut aussi pour la forfaitisation en cycle en V, puisque mettre un dispositif, c'est que le pilotage projet passe chez le prestataire, c'est le fameux déplacement de responsabilité. Engagement, mise en place d'un dispositif contractuel différent. On parle plus de TJM, mais on parle d'unité d'œuvre, de socle forfaitaire. Et en l'occurrence, on a mis en place un socle forfaitaire pour la partie maintenance, qui est un engagement donc, de réactivité, de taux d'anomalie, etc., qui définit un socle. Et puis un catalogue d'unités d'œuvre qui permet au client d'acheter un acte et non plus d'acheter une présence. Donc ça, on a fait cette transition, non pas en mode Big Bang, mais on a loti application par application pour accompagner cette transformation côté client. Et une fois que ça a fonctionné, ça a fonctionné. Alors concrètement, le client a bénéficié d'une réduction de coûts. Alors ce n'est pas par magie, c'est qu'en passant en centre de service, il y a une capacité de mutualisation des moyens et donc une réduction d'échelle pour tous, que ce soit pour le prestataire ou que ce soit pour le client. Dernière étape, c'est le besoin d'agilité. Le client a lui-même formulé cette demande. On en revient à ce qu'on disait encore une fois en introduction. Le client a eu besoin de plus de proximité, de plus de souplesse, de moins d'effets tunnels liés au cycle en V. Et puis une problématique où rédiger des spécifications, c'est être en capacité de conceptualisation importante. De se dire, j'imagine l'application telle qu'elle. Alors que quand on est en mode agile, je vois l'application se construire au fur et à mesure de la précision de mon besoin. Et là, on a commencé à réfléchir et à lancer une phase d'agilisation que François peut décrire beaucoup mieux que moi puisqu'il l'a menée. François, est-ce que tu peux nous décrire cette dernière étape? Oui, on a commencé par une phase de cadrage pour se dire quels étaient les projets qui étaient éligibles à l'agilité ou sur lesquels un investissement voulait être fait, sur lequel effectivement il y avait des enjeux de rapidement pouvoir délivrer des nouvelles versions. Donc, voilà. Donc à partir de cette identification, après on a travaillé avec les différents acteurs concernés pour voir comment il fallait ajuster les façons de travailler pour du coup se projeter dans un mode de fonctionnement agile. Et puis on a commencé par lancer des premiers sprints
voilà, voir fonctionner, et puis voilà, après on a installé ce mode de fonctionnement agile. Donc voilà, c'est Donc toujours pas en mode Big Bang, mais à chaque fois par étape. exactement par étape, parce que du coup il faut apprendre en faisant, donc du coup il faut donner des conditions. Voilà. Et encore une fois, les conditions sont importantes. Il y a une relation de confiance qui s'était créée naturellement, et on a capitalisé sur cette confiance pour aller vers ce fonctionnement qui jusque-là était inconnu et qui pouvait donner lieu à des appréhensions. Et puis bon, pour les dépasser, puis pour mettre en place... Voilà, Pour l'élargir sur d'autres projets, je suppose également. Et après, une fois effectivement qu'on a convaincu sur les premiers projets, naturellement on a pu déployer sur d'autres projets. Alors, tout n'est pas rose. Et c'est important peut-être de mettre en évidence les problèmes qu'on rencontre dans ce type de transition. Tout à l'heure, François en a parlé un petit peu. La perte de pouvoir. Ça, c'est le premier élément qui me paraît très important. Ce qu'on a constaté lorsqu'on a accompagné ce client dans cette transition, dès le passage à la forfaitisation, on a bien vu des freins. Pourquoi des freins? Parce que là où vous aviez des chefs de service, des responsables métiers qui avaient une équipe de 5, 6, 7 intervenants prestataires, tout d'un coup, ils ont l'impression, ils ont le sentiment qu'on leur enlève du pouvoir parce que ces 6 ou 7 intervenants ne sont plus sur leurs ordres au quotidien, mais ils ont un chef de projet en face d'eux et ils sont dans une logique d'échange égalitaire. Ça, c'est un élément qui est important à prendre en compte et qui est accru. Ce sentiment est encore plus accru quand on est passé à l'agilité. Parce qu'il y a vraiment ce sentiment qu'on a constaté de clients qui ont ce sentiment de dire « mais je suis en train de perdre mon boulot ». Comment on y répond? On y a répondu d'abord sur la nature des profils qui interviennent. C'est très important, ça nous ramène à cette histoire de communication et de démarche centrée sur l'humain. Nous avons gardé en proximité physique le pilotage direct, le pilotage opérationnel, le Scrum Master, et nous avons choisi des intervenants qui étaient, on va dire, avec des soft skills plus adaptés à ces freins, à ces personnes qui étaient un peu réfractaires. Donc ça, c'est un élément important, c'est de se dire que il y a des résistances importantes par peur du changement, par peur de perte de pouvoir. D'où cet accompagnement au changement. Exactement. Deuxième élément de frein important, c'est l'engagement bilatéral. Passer dans un mode forfaitaire, c'est forcément, pour le prestataire, être dans un engagement de délai, un engagement de qualité. Mais c'est réciproque. Il y a aussi des engagements côté client pour que le prestataire puisse les respecter. Délai de livraison des spécifications quand on est en cycle en V, délai de recettes, et ça aussi, c'est une conduite du changement. Là où ils étaient en ATU, pas besoin de trop respecter un engagement, puisque on est dans du quotidien, du fil de l'eau, si les priorités changent, si les délais se dépassent, c'est moins contraignant, c'est moins contractuel. Comment on a répondu? On a répondu de 3 manières. La première, c'est un laisser-faire au départ, parce que pour accompagner ce changement, pour ne pas le brusquer. Le deuxième, c'est d'être plus présent, faire avec, et pas que pour. Et puis on a fini avec un troisième levier, c'est un levier coercitif, c'est des pénalités bilatérales. Autant nous étions, assujettis à des pénalités en temps de retard, et on a affiché un chiffon rouge qui n'a jamais été activé, mais un chiffon rouge de pénalité si les délais côté client n'étaient pas respectés, ce qui a permis un petit peu de donner un petit coup de pied pour que ça avance. Perte de pouvoir, crainte de cette perte de pouvoir, engagement bilatéral, et c'est encore plus important dans une logique agile, parce que dans l'approche One Team, on est tous dans la même barque. Et les interactions sont plus rapides, sont plus fréquentes. Donc l'interblocage, le risque d'interblocage, il est d'autant plus grand. Et donc là, c'est pareil en agilité. Sur la production des user stories, il y a une definition of ready qui permet de bien donner les attributs que doivent avoir les user stories, qui sont produits du coup par le client, par les interlocuteurs métiers, et donc quel niveau de qualité attendu par les développeurs pour pouvoir développer. Puis, les développeurs même ont un engagement avec un definition of done qui permet de dire quelles sont les qualités attendues une fois que les user stories sont développées. Et donc effectivement, il faut arriver dans chacun a sa part de responsabilité et puis de la faire fonctionner. Donc si on résume, vous l'aurez tous compris, ce qu'on est en train de dire c'est quoi?
c'est que pour répondre à ces enjeux de flexibilité, de souplesse, l'agilité est parfaite. C'est une méthode, elle a fait ses preuves, que ce soit Scrum, Kanban, Safe, quelle que soit la nature de la méthode, elles ont fait leurs preuves. Que d'un côté, de l'autre côté, ce besoin d'industrialisation, parfois d'offshoreisation ou en tout cas de nearshoreisation, bon, avec la crise sanitaire qu'on a vécue, on a bien vu que la distance n'était pas forcément un problème. En fait, l'association des deux est possible, c'est le CDS Agile. C'était l'objectif de ce Data & Co, le live aujourd'hui, c'était de pouvoir vous présenter rapidement, sans pouvoir trop zoomer bien évidemment, le fait que oui, l'agilité forfaitaire c'est possible et en centre de service, c'est vraiment l'idée qu'on voulait partager aujourd'hui avec vous. Merci messieurs donc, pour toutes ces informations. Maintenant concrètement, pour ce cas-là en particulier et ceux qui s'identifieraient, quels sont les bénéfices, quels sont les retours qui peuvent attendre? Ah bon, on va être très concret. On a accompagné ce client pendant 7 ans et on est toujours en prestation avec ce client. Premier gain, celui de la massification, 15% de réduction des coûts. 15% annuel sur un peu moins de 25 ETP, j'ai un peu oublié le chiffre, je pense que l'élément est assez clair. Deuxième élément, la forfaitisation. Gain de coût de 10% supplémentaire, plus gain de productivité annuel contractuel. Donc, le premier bénéfice, il est économique. On en revient aux enjeux DSI achat, rationalisation des coûts, célérité, le fameux time to market. On avait des engagements, et on a toujours des engagements de célérité, et on a contractuellement des gains de productivité et des coûts inférieurs. Donc, réduction de coûts, engagement et respect des délais. Ça, c'est vraiment les éléments très clairs, et je vous ai affiché les pourcentages. Et puis, il y a eu un autre gain qui est moins mesurable, mais qui est tout aussi important, c'est lorsqu'on est passé à l'agilité. Parce qu'avec l'agilité, finalement, on a été capable d'engager des sujets qui, jusque-là, finalement, étaient... Stagnaient peut-être. On les lançait, puis on n'arrivait pas finalement à se mettre d'accord, donc le truc retombait, et donc il y a des projets qu'on ne parvenait pas à engager, et donc on a parvenu à engager et à délivrer une première version fonctionnelle. Chose que jusque-là, on n'avait pas réussi à faire. Donc ça, c'est bénéfice, parce que des sujets comme ça qui étaient bloqués, qu'on a pu débloquer grâce à l'agilité. On parlait d'apport de valeur, qui était l'élément très attendu, très important pour les métiers. On va prendre un exemple très concret qui a été réalisé pour ce client. Une direction commerciale s'est posé la question de se dire, est-ce que ça vaut le coup, chez mes concessionnaires, de lancer telle appli? L'agilité nous a permis d'expérimenter. On n'est pas dans un document Word, dans le fait de lancer une grande étude qui va être chronophage et très coûteuse. Non, on expérimente. Et c'est ce que permet cette agilité. Une agilité qui en plus fait appel à un centre de service qui coûte donc moins cher, ça permet de lancer ces expérimentations. Et donc d'apporter cette valeur business par expérimentation. Vous savez, une des meilleures méthodes que je connais, c'est tentative-échec. Tentative-échec. Quand on est en cycle en V, la tentative-échec, elle coûte très cher. Lorsqu'on est en agilité, elle coûte beaucoup moins cher. Et puis ce qui est intéressant, c'est que comme on priorise par la valeur, quand on a créé suffisamment de valeur, on arrête le projet. C'est-à-dire que si on arrive finalement à un résultat plus rapidement que prévu, l'organisation en sprint permet de dire, bon finalement on va aller moins loin que prévu, on s'arrête au prochain sprint parce que là on estime que le produit qu'on a est largement suffisant. CDS Agile, gain de coût, gain d'engagement, c'est-à-dire de célérité et de qualité, et puis souplesse, quel est cet attendu en termes de valeur métier. Et que faire pour les entreprises qui se reconnaissent dans ce schéma que vous avez évoqué? Contactez-nous. On est d'accord. On est d'accord. Merci messieurs d'avoir participé à Merci ce à toi, Data & Co webinar, le live. Et on se retrouve rapidement pour d'autres webinars. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Contactez-nous à l'adresse qui s'affiche sur l'écran. Et j'espère à très bientôt. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir.
Merci.